Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres, de jeux vidéo et parfois de tout à la fois. Vous le savez, les offres de SVOD se multiplient ces dernières années et il peut être difficile de s'y retrouver. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube Premium, Hulu, Apple TV, Canal+, OCS, SFR Play, Filmo TV, la Cinétech, Mubi, Shadows et même HBO Max qui arrive le 27 mai aux États-Unis, Peacock qui arrive en juillet et Salto qui est attendu courant de l'année en France. La liste est longue. C'est pourquoi nous vous proposons une émission consacrée à ce sujet. Nous chercherons à déterminer la meilleure plateforme en vous partageant notre expérience avec chaque service, avec la particularité que notre équipe est à la fois aux États-Unis et en France. Avec moi pour en parler aujourd'hui, le ciné, salut. Salut. Ugur. Salut. Et Mickaël. Hello. Petit rappel pour l'émission, la SVOD s'oppose à la VOD car elle fonctionne par abonnement. C'est le S de subscription. On a donc un rapport au tarif. Anglais. Merci. On a donc un rapport au tarif et au catalogue qui est différent de la VOD puisque la VOD fonctionne à l'unité et donc une consommation plus ponctuelle. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien la SVOD, même si certains services proposent les deux. Donc pour commencer, et un peu mieux cerner les membres de l'équipe, je voudrais que vous me parliez de votre expérience des plateformes de SVOD. Succinctement, à quoi vous êtes abonné aujourd'hui, Mickaël? Alors, moi, j'ai comptabilisé 4 abonnements. Donc, j'ai Hulu, j'ai Amazon Prime, Netflix et HBO. Sur Hulu, je regarde notamment les séries comiques en général, donc les sitcoms, puisque Hulu a la particularité aux États-Unis d'avoir les séries des grands networks qui sortent le lendemain. Amazon Prime, c'est vraiment très occasionnel. Au final, j'ai Amazon Prime plus pour les livraisons que pour son service de streaming. Ensuite, j'ai Netflix, c'est plutôt général. C'est-à-dire que des fois, je regarde un film Netflix ou une série, mais vraiment, je picore plus Netflix. Et puis, j'ai vraiment ce que je regarde au quotidien, on va dire, ou les trucs plus sérieux, qui est HBO. Et toi, Ugur, c'est plutôt quoi tes habitudes? Moi, comme à peu près tout le monde, j'ai Netflix. Je pense que Netflix, maintenant, tout le monde l'a. Et grâce à ce podcast, j'ai aussi fait un abonnement à Hulu et Amazon Prime. Mais j'étais incroyablement surpris pour Amazon Prime parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal de séries en ce moment. Et je trouve que c'est vraiment des très bonnes productions et je pense que je vais passer un peu plus de temps sur Amazon Prime. Et j'ai aussi remarqué que sur Amazon Prime et Hulu, on pouvait s'abonner aussi à d'autres services comme HBO ou Stars. Par exemple, le jour, je voulais voir un film et j'ai pu faire directement un abonnement sur la plateforme Hulu pour avoir accès au contenu. Et je pense que ça permet de faciliter vraiment l'accès à d'autres plateformes, juste en étant sur la même plateforme. Et ça permet de naviguer plus facilement sur l'interface. Le ciné, quelque chose à rajouter? Moi, de mon côté, j'ai jamais été beaucoup abonnement, en réalité. C'est juste depuis la quarantaine que je me suis mis à m'abonner à Criterion. Plateforme de streaming, mais pour les films d'arrêt d'essai, qu'on trouve pas facilement, même en DVD en réalité. Comme tout le monde, en fait, j'ai pas besoin de m'abonner réellement à une plateforme. Je connais forcément quelqu'un qui a au moins Amazon ou OCS ou Netflix, et du coup, je pique leur code, mais sinon, j'ai jamais été fidèle spécifiquement à une plateforme. Ah, les sinon, amis. je m'étais... Hein, Thierry et Céline? C'est pratique, les Le amis. ciné. Franchement, on devient amis avec des gens juste pour avoir leur code Netflix des fois. Parfois, on se met en couple même. Non, sinon en France, quand j'étais en France, j'étais abonnée à OCS, mais par défaut, on va dire. Enfin, c'était une offre promotionnelle dans l'abonnement. Et je trouve que c'était la meilleure plateforme que j'avais, puisque t'avais les séries d'HBO 24 heures après, et pas mal de séries du coup en exclusivité, même de pas HBO, genre de Showtime. OCS, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi un catalogue de vieux films, du coup que j'ai pu retrouver après en m'abonnant là à Criterion. Moi, je rappelle, juste pour ceux qui nous écoutent, je suis le dernier en France, du coup, actuellement. Donc, effectivement... C'est quand tu nous rejoins? Bonne question. Du coup, moi, je suis abonné à OCS et Canal+, série, ce qui, du coup, est obsolète pour vous. Du coup, je profite aussi de Netflix. Je tenais à dire aussi que j'étais abonné 4 ans à Mubi, qui était comme ce que tu viens de décrire pour Criterion, site de streaming d'arrêt d'essai, de films d'arrêt d'essai qui n'est pas forcément connu, mais qui a fait énormément ma culture. C'était super cool. Et je crois que c'est tout. Et j'envisage peut-être Amazon, mais à discuter. Et je suis au service Wakanim, qui propose des animés japonais. Ça, c'est aussi un peu différent, parce que c'est un monde à part. Mais il y a aussi de la concurrence dans ce domaine, donc c'est intéressant. En réalité, je trouve que c'est plus intéressant justement les plateformes spécialisées quand t'as un genre de film. Je vois, il y a des plateformes de films d'horreur aussi.
Ouais, Ok. Shudder, ici aux États-Unis, et Shadows pour 5 euros par mois en France, ça a l'air pas mal. Franchement, je pense essayer. Je trouve que c'est pas mal quand tu sais que justement tu vas regarder que un genre de film ou voilà, comparé à Netflix, parce que bien sûr on n'en a pas trop parlé, mais Netflix lui il te propose un catalogue très grand, mais on va dire il y a pour tous les goûts et c'est pas forcément les tiens. c'est ça qu'on parle aussi en général, de qualité et de quantité. Je trouve qu'avec le streaming, moi, je tends à favoriser la qualité des streamings. Mais au final, j'ai tellement de streaming disponibles que je regarde rien au final et pourtant j'ai tout. Voilà. Et donc je suis comme un canard en train de payer pour ces sociétés-là Oui, c'est de ce que je te l'argent. reproche tout le temps. Hein. C'est vrai que c'est un gros problème, la qualité vs la quantité. Ma liste Netflix a fait 1 kilomètre de long, ma liste OCS aussi. Et sur OCS, je regarde que les films qui sont sur le point de disparaître en fait. Donc Pareil. je fonctionne comme à l'époque Mubi, parce que pour vous dire, Mubi c'est juste 30 films par mois. Et chaque jour, il y a un film qui disparaît, le plus vieux, et un nouveau film qui apparaît, qui restera 30 jours. Du coup, on n'a que 30 films en même temps, et c'était super pratique pour ma consommation, parce que je partais du plus vieux, et puis je regardais que ce qui m'intéressait, et ça me convenait. Alors que Netflix, il y a des films très récents, des films très vieux, des films que j'ai juste envie d'essayer par curiosité, et puis des films, des classiques du cinéma comme Liste de Schindler. Bon, en fait, je l'ai vu, et en fait, j'en regarde aucun. Non mais on est d'accord. En fait, Netflix, ça te rappelle un petit peu ta vidéothèque où t'as des cassettes qui datent de Mathusalem, que t'as pas revu depuis 20 ans, mais que jamais tu vas regarder, mais tu te dis « Ouais, mais j'ai bien aimé le film, alors je le garde quand même dans ma liste, quoi. » Après, c'est intéressant de parler du coup de HBO Max qui va récupérer en fait tout le catalogue Warner en général, et donc notamment des vieux films. Et ils sont notamment pour parler avec Criterion, qui est donc cette société que Céline parlait d'arrêt d'essai, et au final Criterion aussi refait des remasters de films, notamment des vieux films, et pour lequel HBO Max aura aussi une main mise sur Criterion, en quelque sorte. Ah, ça c'est intéressant, je savais pas. Surtout que Criterion, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté rétrospective, où du coup, ils vont lancer une thématique, ou par exemple les films de Cannes, typiquement là, parce que c'était le mois de mai. Mais ils font aussi ça sur OCS, c'est ce que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs ça me manque OCS par rapport à ça. Après, le problème d'OCS, moi je trouvais que c'était le prix. Voilà, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des plateformes de streaming. En elles-mêmes, elles coûtent pas cher. Sincèrement, si t'as du coup 10 abonnements à la fin du mois, je sais pas, t'en as pour au moins 100 euros, 100 dollars d'abonnement. C'est pas nécessaire dans ta vie, j'ai envie de te dire. Hein. Mais c'est quoi qui justifie le prix? Comme vous venez de dire, il y a des plateformes qui proposent beaucoup de quantité comme Netflix à un prix très raisonnable comme 10 dollars. Et tu as d'autres plateformes qui proposent très spécifiquement une catégorie à 5-6 dollars. Est-ce que ça justifie le prix et est-ce que c'est la qualité ou la quantité qui va justifier le prix? Bah justement, je pense que ça change d'une plateforme à une autre. C'est-à-dire que par exemple, si on compare Netflix avec Amazon Prime, quand tu es Amazon Prime, en France je crois que juste le Prime Video c'est 6 €, alors qu'ici aux États-Unis le Prime en général c'est 13 $. Donc avec 13 $, tu as effectivement les films et les séries, mais tu as aussi les livraisons gratuites, des livres, des e-books gratuitement aussi. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de comparer Amazon Prime et Netflix. Ou par exemple si on compare HBO c'est de la haute qualité, ils mettent beaucoup d'argent sur leurs séries ou leurs films. Du coup effectivement c'est 15 $ ici à peu près à payer pour HBO. Et par contre Showtime ou ces petites chaînes qui font leur propre service de streaming, c'est 6 $. Donc à peu près 5 €, à 5,50 €. Y a pas un problème aussi de profil? Sur Netflix, tu peux avoir jusqu'à 5 profils, mais par exemple, HBO, t'as qu'un profil. Non, HBO justement, il y a jusqu'à 4 écrans possibles. Ok. Mais c'est pas comme Netflix où ils vont faire payer selon le nombre de. C'est ça. C'est pas ça de Canal+. personnes. Il me semble que c'est ça. Tu peux avoir plusieurs comptes, mais tu payes plus cher. Je sais pas vraiment, mais je sais qu'il y a énormément de formules, donc c'est un peu dur de s'y retrouver. Dans ce cas-là, si on a plusieurs utilisateurs, comme tu dis, si on a droit à 5 utilisateurs, un streaming qui coûte 10 € va finalement coûter que 2 € par utilisateur. Et c'est un peu ça qui a permis l'émergence du streaming actuellement. C'est le prix très bas avec une quantité raisonnable et une qualité aussi raisonnable qui a fait qu'on a l'essor des streamings et tout le monde se lance dessus et on a toutes les plateformes possibles. Après, c'est un peu dur de juger du prix parce que il y a la quantité et la qualité, mais en fait, est-ce que la quantité ça change quelque chose dans la quantité que toi tu regardes, tu vois Voilà, je pense que c'est à faire aussi en fonction de sa consommation. Moi, je trouve ça inutile. Des personnes qui vont travailler et donc pas forcément avoir le temps de se regarder plein de films ou plein de séries, de prendre ce genre d'abonnement. Autant comme faire ponctuellement les locations de VOD,
Non, c'est vrai. Oh. Non, mais je rigole parce que justement, moi, je travaille beaucoup et j'ai un travail à côté. Hein, je ne suis pas juste podcasteur. Et pourtant. Et il a 8 abonnements. Et j'ai plein d'abonnements. Mais ça, c'est ma consommation. Et ça, c'est parce que t'es généreux. Je suis généreux. Et puis, en fait, j'aime tellement de voir de choses différentes que du coup, je picore. C'est-à-dire qu'en semaine, on va dire que moi, je suis sur Hulu tout le temps. J'arrive chez moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de réfléchir. Je me mets une série comique à la con. Par contre, le week-end, je me regarde toutes les séries HBO que j'ai pas pu voir pendant la semaine et qui sont arrivées. Et du coup, je fais de Young Pope, Watchmen, Big Little Lies et tout ça, quoi. C'est pour ça que je pense que pour la personne un peu lambda qui a pas trop des critères exigeants de ah non, moi je regarde que de l'horreur ou que des vieux films étrangers que personne comprend, et ben Netflix ça va à tout le monde et c'est ça qui a fait son succès, j'ai l'impression. Il y a aussi le fait que la plupart des abonnements c'est sans engagement, donc les gens pensent qu'ils peuvent se désengager à n'importe quel moment et ça je pense que ça donne une certaine assurance et que c'est pourquoi les gens ne s'inquiètent pas et font tourner l'abonnement sans se rendre compte que même si tu regardes pas, tu payes pendant un an Netflix, tu payes pour et c'est à la fin qu'on se rend compte que finalement ça sert à rien et on peut se désabonner et arrêter. Tu payes pour toi et tes parasites, il faut le préciser en quelque sorte. Je dis ça, mais c'est toi qui payes pour nous en fait. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes tous des parasites. Bah, après, on fait des échanges, genre tu me passes ton code Netflix, je te passe mon code Audible, et puis voilà. Oui, bon, tout le monde s'y retrouve. Ou voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu de la manipulation en te faisant croire que tu as la liberté de te désabonner. Mais au final, tu te dis, oh, mais je vais pas me désabonner parce que il y a toute cette série que j'attends et que j'ai envie de voir. Bon, je sais pas quand j'aurai le temps de la voir, mais je vais la voir. Bah, je trouve que c'est une très bonne stratégie parce qu'en effet, si on aurait eu un engagement de 1 an, il y aurait eu beaucoup plus d'hésitation à souscrire que si t'as pas d'engagement. Donc tu dis, allez, je regarde 2 films, après je vais désouscrire et finalement tu dis, bon, je vais garder 2-3 mois et finalement tu te retrouves pendant 1 an à avoir l'abonnement et à le partager avec tout le monde. Il y a une autre manière de faire, c'est le streaming qui serait gratuit par la pub. Je sais qu'il y a YouTube qui avait parlé de ça à un moment donné, parce que moi je me suis abonné 3 mois à YouTube, donc j'ai payé mon abonnement mensuel, mais j'avais entendu parler qu'ils pouvaient passer leur série originale en libre et qu'il y aura juste des coupures pub ou de la pub. Mais c'est pas encore arrivé et je sais que Peacock qui va arriver justement en juillet va faire ça. Moi je pense que c'est une bonne stratégie en supposant que ça apporte assez d'argent quand même. Ça revient à la télé en fait. Bah du coup il y a IMDb qui a fait ça ici aux États-Unis, qui a IMDb TV pour lequel tu peux regarder des films gratuitement et notamment des séries aussi, mais avec des pubs. 4-5 pubs comme ça. En fait, je pense qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur comme Hulu le fait. On devrait proposer un abonnement avec publicité qui serait moins cher. Par exemple, 3-4$, je me souviens plus du prix. Et sans publicité qui serait un peu plus cher, voire 10$. Et que c'est l'utilisateur qui décide de voir ou ne pas voir la publicité et de décider du montant qu'il paye. Mais de mémoire, c'est ce que Peacock va proposer justement. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Dans le même genre de propositions différentes, il y a le fait de proposer tous les épisodes d'un coup, le binge-watching, et les épisodes par semaine. Est-ce que vous avez, ça vous a changé quelque chose dans votre consommation ? Alors là, je vais être vraiment méchant. Je déteste ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien voir un épisode par semaine. Ça m'oblige pas à binge-watcher. Et au final, en fait, même avec les séries Netflix ou autres, finalement, je ne peux pas binge-watcher. J'ai du mal à binge-watcher maintenant. Peut-être quand j'étais plus jeune et j'avais plus de temps, je pouvais binge-watcher. Maintenant que je suis vieux et rassis, je préfère regarder vraiment... Non, ça, il faut que j'attende 70 ans. Non, mais là, en attendant, c'est vrai que je préfère regarder mon épisode. C'est pour ça que j'adore HBO, qui te mettent un épisode une fois par semaine. Et tu regardes un épisode et tu l'attends avec impatience, l'autre épisode, sans te bouffer toute la série. Surtout que souvent, ce sont des épisodes un peu lents et lourds, peu binge-watchables. Alors que Netflix, bien sûr, va favoriser le binge-watchable. Mais c'est ça aussi qui fait Netflix, c'est que du coup, moi je me dis, si c'est des séries qui se regardent d'un coup, c'est pas des séries forcément de qualité non plus. Quoique, il y a eu une époque où pareil, je me binge-watchais Orange is the New Black, je me binge-watcherais pas Game of Thrones. Il y a des séries comme ça qui sont destinées à se regarder d'affilée, ils sont faits exprès parce qu'ils mettent un cliffhanger à la fin. Après, on a ici le roi du binge-watchable, je pense que c'est Ugur. Oui, bah, moi je vois pas de différence parce qu'en effet, même si ça sort une fois par semaine, je vais attendre que toute la série, toute la saison se termine pour commencer à regarder. Donc qu'ils mettent tout en même temps ou séparément, il n'y a pas de différence.
au niveau de ma stratégie. Et je pense que ça n'a pas de corrélation avec la qualité de la série. Qu'on mette une fois par semaine ou tout d'un coup, c'est plus la volonté du plateforme à te garder dans leur interface, dans leur écosystème. Parce que tu vas consommer la série, mais tu vas aussi consommer d'autres trucs. Et je pense que c'est juste une question de stratégie de la plateforme. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Si j'ai envie de voir quelque chose en binge watch, je vais juste attendre un peu et c'est tout. Mais pour Netflix, c'est un argument de vente. On entend beaucoup. Bon, il y a des séries qui sont dures à binge-watcher, j'imagine, parce que je les ai pas toutes vues, mais comme Dark ou Mindhunter, qui sont peut-être un peu dures à enchaîner. Mais moi, je vois souvent, oui, mais c'est à partir de la deuxième moitié que c'est bien. C'est une fois qu'on a tout vu qu'on comprend. Mais pour moi, c'est pas un argument sériel. Non, en Je effet. déteste cet argument. Parce que du coup, si c'était quelque chose qui était à la télé, donc 10 épisodes qui passeraient en 2 mois et demi, ben si t'aimes pas, tu décroches au bout d'un mois, quoi. Ah mais tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des séries de Netflix, enfin conçues par Netflix, produites par Netflix, et là tu sais que ça va être en gros une histoire coupée en tant d'épisodes pour te faire mordre à l'hameçon. Après, il y a quand même des bonnes séries, je vais pas cracher là-dessus. Ou des Non, mais séries... pour moi, c'est clairement un argument de vente. Exactement, oui. À l'image de 13 Reasons Why, qui était vraiment découpé par épisode, mais la qualité du premier épisode valait pas celle du 12e en termes d'unité scénaristique. C'était vraiment dans l'accumulation qui avait un sens, et pour moi, c'était juste quelque chose qu'il fallait binge-watcher. Et du coup, moi je trouve que ça tue aussi la notion même du pilote, parce que tu peux plus, du coup, avec les séries Netflix, la juger juste par son premier épisode, alors que quand même, avant, ils foutaient tout dans le premier épisode, mais pour te donner envie de voir la suite. Par exemple, This Is Us, son premier épisode, ça te donne envie de voir la suite. Enfin là, ça a été bien conçu comme un épisode pilote pour te donner envie. Alors que les séries Netflix, typiquement, c'est en mode je crois que j'ai commencé à rentrer en histoire à partir de l'épisode 3. Donc ça veut dire 3 heures de ta vie, quoique. Les séries binge-watchables que je binge-watcherais sans que ça soit Netflix, on va dire c'est tout ce qui est comédie. Ouais. Voilà. Là, tu peux t'enchaîner les épisodes, y a pas de souci. Hein. Qui s'est pas fait des marathons Big Bang Theory ou How I Met Your Mother, Friends, tout ça. C'est fait pour. Bah moi, j'arrive pas à binge-watcher une série nouvelle. Je n'arrive que à binge-watcher une série que j'ai déjà vue. C'est bizarre, mais... Donc là, je me suis fait Community très rapidement pour moi, c'est-à-dire en 1 mois et demi. Mais et Friends, voilà, on a tous regardé Friends sur Netflix, je crois. Mais par contre, une série... Revue. Ouais, Sur Netflix. une série comique nouvelle, même une série comique nouvelle, j'ai du mal à l'enchaîner, quoi. Donc du coup, si je pouvais donner mon avis en plus de ça, c'est que moi, j'aime pas du tout ce système. Et Hulu diffuse encore semaine par semaine, je pense. Mais de mémoire, il y avait ce boost de 3 épisodes d'un coup au début. Et je trouve que c'est vraiment une formule parfaite. Moi, j'aime beaucoup cette formule. 3 épisodes et après, un par un. Je trouve ça exceptionnel. Sinon, le système français, en fait, c'est le meilleur. Pour moi, 2 épisodes par semaine, je trouve ça... parfait. Parce qu'en fait, quand on consomme beaucoup, on a le temps d'oublier que 2 épisodes par semaine... Moi, je suis pour qu'on laisse le choix à l'utilisateur. Ah oui, bien sûr. S'il a envie de regarder tout d'un coup, il regarde. S'il a envie de regarder séparément, c'est un choix personnel. Et je suis pour que la plateforme laisse le choix à l'utilisateur. Mais imagine Game of Thrones sans le côté hebdo. Ça, il n'y aurait jamais eu autant de hype autour de Game of Thrones sans Voilà. le Bien côté sûr. hebdo. Moi, C'est j'ai exactement binge-watché ça. Game of Thrones, donc... Bah voilà, mais ça c'est ton choix. Je connais aussi beaucoup de gens qui m'ont dit non, cette série, moi je la regarderai que quand elle sera finie et que personne m'en parlera, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a le risque de se faire spoiler. Et puis c'est un plaisir, moi je sais pas, mais moi c'était un plaisir quand avec des gens de mon travail, on regarde une série et chaque semaine, le lendemain, on parle de cette série. On a vu, t'as vu le dernier épisode? Bah ça m'est arrivé justement pour Watchmen. On a fait, ah ouais, ça c'était trop bien. Et ça c'est aussi agréable aussi au niveau social d'avoir un épisode par semaine. Ça peut faire rire, mais je trouve que c'est aussi important. Non, mais c'est très vrai. Bah en fait, je suis d'accord avec Hugo de laisser le choix à l'utilisateur. Oui, chacun fait comme il plaît. Mais si le streaming sortait les 2 premiers épisodes et l'utilisateur peut attendre qu'il y ait toute la série pour regarder. Surtout, sinon on n'aurait pas de différence avec la télé. C'est-à-dire, la télé, on est obligé d'attendre. C'est le concept de la télé pour regarder l'épisode suivant. Alors que dans le streaming, par principe, normalement, on devrait tout avoir accès selon notre souhait. C'est pourquoi moi, je trouve que la télé et le streaming, c'est différent et que le streaming devrait laisser le choix. Et si t'as pas envie d'avoir cette liberté, va regarder la télé. Non, mais je pense justement que le streaming va remplacer la télé. C'est-à-dire que ici aux États-Unis, pourquoi le streaming, il y en a autant d'offres de streaming, c'est parce qu'en fait, c'est en train de remplacer le câble. Et le câble ici est en train de mourir. Et que même justement, toutes les chaînes de streaming vont aller en direction de permettre de proposer aux gens qui utilisaient le câble d'avoir la même chose avec différentes chaînes, quoi.
si je peux te couper là-dessus, c'est justement parce qu'il y a une consommation déjà par abonnement aux États-Unis. En France, on n'avait pas à part peut-être Canal+, qui date, enfin CanalSat. Quand même, Canal+. Voilà, CanalSat, qui était un système d'abonnement. En France, il n'y avait pas ce système justement de payer par mois pour avoir la télé. Ici, ça fait plus de 50 ans aux États-Unis que justement ils sont déjà habitués à payer un abonnement de câble. Donc oui, pourquoi payer le câble alors que tu peux avoir un streaming illimité ici? Surtout, l'accès aux contenus illégaux en France est plus simple qu'aux États-Unis. C'est pourquoi moi, quand j'étais en France, j'avais pas d'abonnement. Mais depuis que j'ai déménagé aux États-Unis, c'était pas un peu obligation de m'abonner parce que c'est plus restreint, c'est plus contrôlé et c'est plus prise de tête pour essayer de trouver un truc qu'on peut très facilement trouver sur les plateformes françaises avec sous-titres, alors qu'ici c'est super compliqué. C'était tellement facile de télécharger en France. Moi, j'ai toujours fait ça, en fait, c'est pour ça que j'ai jamais utilisé de streaming, d'abonnement par streaming plutôt, parce que du coup, je regardais aussi en streaming les épisodes, on va dire de manière illégale. J'ai toujours téléchargé, bien sûr, j'ai eu 2 lettres d'Adopi, mais ça m'a pas fait froid aux yeux, et en même temps, je téléchargeais des Truffaut, donc... Enfin, je veux dire, j'avais déjà mes goûts, c'était pas des séries Netflix que je téléchargeais. C'est vrai que moi, j'aime bien le système télé en vrai, mais c'est vrai, comme tu disais, Mickaël, c'est un peu la mort de la série. Déjà, comme tu disais, Céline, le ciné, Céline, je sais pas. Il n'y a plus aucun respect. Franchement, Céline, hein, c'est plus pratique. Hein. Et si moi je voulais un surnom, je dis juste ça. Bon, maintenant c'est Céline, tout le monde connaît mon vrai prénom, c'est comme Batman. Ouais, Batman, il s'appelle pas Nan-Bat. C'est mieux dissimulé. Ouais, bon, je reprends. En tout cas, moi, je suis assez attaché à la formule TV, et comme tu disais, le ciné perd déjà le côté pilote, donc il y a vraiment un pan de la culture série qui disparaît. Et juste pour l'anecdote, Canal+, quand ils se sont mis avec leur MyCanal, ils diffusaient toujours leur série le lundi soir, par exemple, à raison de 2 épisodes par semaine, sauf qu'à l'instant où ils diffusaient le 1 et le 2, voire dans l'après-midi à 18h, ils mettaient toute la saison sur MyCanal, ce qui fait que toi, si tu avais envie de suivre par hebdomadaire, tu pouvais pas avoir le même engouement que les autres, puisque les autres allaient se jeter sur MyCanal ou en téléchargement. On disait que du coup c'était peut-être la mort du streaming illégal. Personnellement, en étant moi-même une téléchargeuse professionnelle. Exactement. Oui, c'est depuis que je peux plus télécharger de manière aussi facile, on va dire, parce que je me dis oh bah de toute façon je paye déjà un abonnement, alors autant l'utiliser. Du coup, je suis un peu moins curieuse parce que je vais me restreindre, on va dire, à ce qu'un catalogue va me proposer pour mes choix de séries ou de films. De me dire ah bah tiens, je vais regarder quelles seront les nouvelles séries sur Amazon ou Netflix. Alors qu'avant, je cherchais par moi-même qu'est-ce qui pourrait m'intéresser et où est-ce que je peux le choper. Il y a aussi l'accès au contenu qui est plus simple via le streaming, donc au lieu de perdre 5-10 minutes pour essayer de chercher de façon illégale et d'essayer de le télécharger, c'est plus simple de directement aller sur la plateforme qui peut être sur ta télé, sur ta PlayStation, sur ton ordinateur, sur ton portable et juste le démarrer et regarder rapidement n'importe où. Quelle horreur sur le portable, ne regardez pas des séries sur le portable s'il vous plaît. Oui, mais c'est juste pour te donner une petite idée de la facilité. Oh. Arrête de rendre coupable les gens qui regardent sur leur portable parce qu'ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie, d'accord ? Non mais justement... Moi j'ai pas le temps, alors je fais la vaisselle et je regarde une série en même temps. Si tu n'as pas le temps, lis un livre, auditeur. Si c'est des séries Netflix, moi ça me va très bien justement. Bon, j'avoue que... Ne regardez pas des séries quand vous faites la vaisselle. Non mais en tout cas, je suis une femme libre, alors je fais ce que je veux de mon corps. My body, my streaming. Donc... non, my streaming, my choice, bref. Justement, pour en revenir à ce truc, l'illégalité, c'est vrai que moi, en quelque sorte, je suis aussi content de payer pour avoir un contenu, pour pouvoir donner aussi de l'argent, en quelque sorte, aux créateurs. Qu'il est mignon. Moi, j'ai toujours été un gros consommateur par exemple, de DVD. Mes parents, je tapais ma crise avec mes parents pour qu'ils me donnent un DVD une fois par semaine, donc j'ai été assez gâté. Merci d'être fils unique. Et par contre, du coup, le streaming, ça m'a vraiment permis de regarder des séries et des films sans avoir ce plaisir coupable de me dire que j'étais en train de ruiner un créateur et qu'il pourra pas faire son prochain film à cause de moi parce que j'étais en train de télécharger illégalement. Mais j'ai une bonne conscience, contrairement à beaucoup de gens ici. T'arrêtes de rendre coupable les autres. Moi, je vais au cinéma, d'accord ? Et c'est vrai que c'est plaisant de savoir qu'on contribue à... C'est limite plus complexe de télécharger ou d'aller chercher en streaming illégal. Sauf si on cherche quelque chose en particulier que l'on n'a pas. Voilà. Et moi, je me demande si du coup le streaming n'influence pas ce qu'on va regarder. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Leur algorithme de merde là sur Netflix, je commence à en avoir ras le cul. Hein. Tu veux dire celui qui te propose Mononoke après que t'as regardé Charlie Chaplin ? C'est ça. Ou alors au contraire, juste parce que j'ai regardé une fois une télé-réalité de merde, genre
Le Royaume des Fauves, bah, il va me sortir toutes les téléréalités que je veux pas et... Ah, mais ça, c'est ta faute. Ça, t'as fait l'erreur à la base. Voilà, ah bah voilà, c'est encore la faute du consommateur. Non, la faute des femmes. Après, je trouve que Spotify s'en sort très bien, malgré un catalogue géant aussi, à proposer des contenus très intéressants au niveau musical. Et je vois pas pourquoi une autre plateforme comme Netflix, pour l'instant l'algorithme de Netflix n'est pas parfait, mais je pense que bientôt on aura une plateforme qui pourra, comme Spotify, proposer des contenus qui peuvent vraiment intéresser les gens. Peut-être le nombre d'utilisateurs qui n'est pas suffisant, ou je sais pas, il y a un petit truc qui fait que le contenu proposé ne correspond pas forcément à nos attentes. Non, moi je pense qu'on a peut-être moins d'attentes envers la musique. Ou en tout cas, on est plus ouvert envers la musique, mais c'est le même schéma. Spotify, tout ça, c'est un schéma 90-10, quoi. C'est 90% des gens ils écoutent 10% de la musique disponible et tout le reste est dans l'ombre. Donc, Non, moi, ce que je reproche à l'algorithme de Netflix, c'est aussi de t'influencer en fonction justement du choix global des utilisateurs et pas en fonction de ta propre consommation en réalité, contrairement à Spotify si tu veux. Du coup, sur Spotify, tu entends la clameur de la foule pour révolutionner tout ça parce que justement, Spotify ne reverse pas assez d'argent aux créateurs. ça se ressemble à ce que tu disais, Ugur, sur le Netflix et les trucs turcs, par exemple. Voilà, du fait qu'ils auront plus de sécurité parce que Netflix leur propose un prix. C'est ça. Mais en fait, ils n'auront aucun moyen de savoir si en salle, ils auraient fait plus ou moins. Oui. Du coup, ils choisissent la sécurité. Et au final, est-ce que c'est une rétribution juste? C'est ça. Bon, en fait, il y a beaucoup de sorties en Turquie en ce moment qui décident finalement de ne pas mettre au cinéma ou négocier avec Netflix pour essayer de mettre sur la plateforme pour assurer leur arrière et d'être sûr de pouvoir rembourser le film. Décider de mettre sur Netflix, c'est aussi de mettre en péril la sortie au cinéma parce que les gens vont préférer attendre qu'il soit sorti sur Netflix et pour ne pas payer plus cher au cinéma. Ce problème va être de plus en plus récurrent aussi dans les autres pays pour décider si tu souhaites sortir au cinéma ou directement négocier avec Netflix pour pouvoir sortir directement sur la plateforme. Et je pense que les créateurs vont être plus amenés à avoir ce genre de décision. Ou les deux. C'est-à-dire que quand on compare Amazon, par exemple, ici aux États-Unis, Amazon produit pas mal de films qui sortent au cinéma et qui ensuite, 2-3 mois après, sortent sur la plateforme Amazon Prime et tu as un accès anticipé en quelque sorte à ces films-là par Amazon Prime. Donc ça, moi j'aime bien. C'est-à-dire que si je rate le film au cinéma, je pourrais toujours le voir sur Amazon où ça se fait de plus en plus et je pense que toute la consommation va être bouleversée par le streaming en quelque sorte, que ce soit au cinéma ou chez nous à la télé. Oui, mais c'est un peu comme le DVD. Par exemple, il faudrait peut-être attendre 2 ans avant de mettre sur une plateforme de streaming pour être sûr que la sortie au cinéma soit un succès, parce que sinon les gens vont probablement attendre qu'il soit sur le streaming, sur des plateformes de streaming pour pouvoir aller voir directement online. Bah justement, tu peux avoir les films en streaming peut-être un mois après leur sortie en salle, et pareil les sorties DVD, donc au contraire, ça favorise la consommation mais de toutes les plateformes. Alors pas en France quand même. Hein. En France, il y a toujours la chronologie des médias. Tant que tu interviens pas dans la production française, donc comme c'est Amazon, tu dois attendre 2 ans. Il y a que justement ceux qui interviennent comme Canal+ et OCS qui ont le droit, mais peut-être 4 mois après, 6 mois. Mais Comme tu dis, en distribution, t'as raison en fait. Mais surtout, ça va mettre en péril les salles de cinéma, parce que par exemple aux États-Unis, déjà ils sont en difficulté, c'est parce que les gens préfèrent C'est attendre parce qu'ils 3 proposent mois. de la merde dans leur cinéma. Oui, aussi, hein. il y a le choix qui est de la merde, mais c'est aussi le fait que ça va sortir sur les plateformes de streaming. Donc pourquoi je paierais 10-15 $ pour aller voir dans un cinéma alors que je peux l'avoir gratuitement sur ma plateforme, que je paie déjà? Non mais c'est horriblement cher le cinéma aux États-Unis et puis ils proposent que de la merde quoi. non, mais moi je pense que même en France, ça peut tuer le cinéma d'arrêt d'essai ou même le cinéma plus petit en fait. C'est vrai. Parce que les gens vont se déplacer plus que les grosses productions. Le confinement, malheureusement, va prouver ça. C'est qu'un film comme Forte, je ne sais pas si vous avez été touché par ça aux États-Unis, mais Forte, qui devait sortir en salle en France, a changé et est passé sur Prime Video. Tu regardes le top 10 des films les plus vus pendant le confinement en streaming, il est numéro 6, quoi. Et ça, c'était complètement inimaginable s'il était sorti en salle. Certain qu'il n'aurait pas autant cartonné. Et de même qu'on a déjà discuté, moi je suis quasiment sûr que la plateforme, il n'aurait pas autant marché s'il était sorti en cinéma. Et je pense qu'il y a plein de films comme ça qui vont plus prendre de risques et que ça peut tuer le petit cinéma. En fait, je pense qu'on va avoir 2 catégories de films, c'est-à-dire il y aurait des films qui doivent forcément sortir au cinéma, et il y aurait d'autres
films qui seront plus adaptés au streaming et ils vont pas essayer de tenter de passer par le cinéma parce qu'on n'est pas sûr si ça va marcher. Donc ils vont préférer l'assurance et passer directement par une plateforme qui serait prêt à payer le coût. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on se tapera tous les Avengers et les DC Comics au cinéma. C'est ça. Et sinon, par contre, le dernier Yorgos Lanthimos, on le verra chez nous dans notre canapé. C'est ça. Bon, ça peut tuer un petit peu... C'est con parce que ça pourrait tuer l'expérience que tu as au cinéma. Totalement. C'est ce genre de film que moi je verrais que dans une salle noire et pas sur mon canapé, sinon je serais pas concentrée du tout. Hein. 1 minute de silence pour le cinéma d'art et d'essai. C'est ça, c'est la plateforme de streaming ne va pas juste tuer la télé, il met aussi en danger le cinéma et le cinéma doit aussi s'adapter avec des abonnements, peut-être en partenariat avec les plateformes de streaming et proposer une formule unique streaming et cinéma pour qu'on puisse avoir un truc plus compatible. C'est bien, Ugur, il nous lance un business. Non, Ugur, ouais, il a déjà lancé le business. N'empêche, j'aurais bien aimé. C'est bien. J'aurais bien aimé ça pendant le confinement. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que quand tu étais abonné à UGC, ils proposaient de te rembourser du coup ton abonnement UGC, puisque les salles n'étaient plus en activité. Mais si UGC te proposait de passer ces films en streaming qu'ils allaient sortir en salle, et ben là, j'aurais trouvé que c'était justifié l'abonnement, tu vois. Bah, c'est ce qu'a fait par exemple ici aux États-Unis AMC. La semaine d'après, quand il y a eu le confinement, ils ont proposé de voir Onward ou des films comme ça comme Invisible Man, alors que ça faisait que 2-3 semaines qu'ils étaient en salle. Et pourtant, ils ont proposé sur leur service de streaming. Mais je suis pas sûr que ça ait marché super bien. Personnellement, moi, je prédirais plus que les plateformes de streaming rachètent les salles de cinéma et qui proposent, par exemple, une formule Netflix $20 par mois que tu peux soit aller voir des films au cinéma, soit regarder chez toi. Et je pense que c'est ce qui nous attend dans un futur proche. C'est justement AMC étant pour parler avec Amazon. Donc Amazon risque d'acheter AMC, qui sont tout un complexe de salles de cinéma aux États-Unis, tout comme UGC en France. Et donc Amazon va acheter sûrement AMC. Oui, puis j'avais vu l'ouverture d'une salle Netflix, parce qu'en fait, ils veulent pas projeter ailleurs, donc ils projettent dans leur salle de cinéma, et c'est probable qu'ils commencent à ouvrir des complexes. Pas sûr, mais ça s'imagine bien. Surtout, ça correspond bien aussi à la crise sanitaire actuelle avec le confinement. On doit se préparer à un futur éventuel confinement, et je pense que c'est vraiment l'offre qui va répondre à ce genre de truc pour les sorties au cinéma. Si on peut pas les sortir au cinéma, c'est pas grave, ça va passer au streaming, mais de toute façon, les salles de cinéma appartiennent aux plateformes de streaming, et c'est comme ça que je vois un peu dans le futur comment ça marcherait ce système. Ouais, quel visionnaire. Bah, moi j'aimerais qu'on arrête de parler du futur comme c'était une atrocité. Non. Non, je suis d'accord qu'on fait beaucoup de prédictions là en ce moment. C'est ça, non mais c'est une prédiction qu'on fait en fait depuis 50 ans en mode avec le DVD il y aura plus de cinéma, avec le téléchargement illégal il y aura plus de cinéma, maintenant c'est avec le streaming qu'il y aura plus de cinéma. Mais les gars, faut se calmer, le cinéma ça a plus de 100 ans, ce sera pas une mort mais une mutation, donc faut se calmer. Hein. C'est beau. À l'image de l'entrée en gare de La Ciotat qui a été refait en 4K. Ah, sacrée mutation. Voilà, non mais faut arrêter de prédire la mort des gens, surtout à un ère où tout le monde est un zombie. Ok. Sans transition. Bon, c'est pas tout les amis, mais il est temps de conclure et essayer de répondre à la question d'aujourd'hui qui était quelle est la meilleure plateforme. Donc on va, à l'instar de l'algorithme Netflix qui est simpliste à tel point qu'on a un pouce vert ou un pouce rouge, je vais vous demander de choisir seulement vos pouces verts. Quelle est la meilleure plateforme pour vous, selon ce que vous recherchez dans une plateforme, ou on va dire la meilleure combinaison de plateformes? Alors moi je vais prendre directement HBO, puisque c'est de la qualité, au final c'est ce que je regarde le plus. Et ensuite, juste un petit aparté, comme j'ai beaucoup de plateformes, il y a une application ici aux États-Unis, je crois que c'est disponible en France, qui s'appelle Just Watch, où je tape le film que je veux voir et je peux regarder sur quelle plateforme il est. Smart. Moi je vais dire Hulu, parce que je trouve que leur interface utilisateur est excellente, et aussi niveau choix, je trouve que ça répond à mon profil et j'arrive à trouver tout ce que je veux, et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre Hulu. Alors du coup pour nos amis français, on attend que Hulu arrive en France. Ah oui. Je savais pas qu'ils étaient pas En réalité, moi, il n'y a aucune plateforme qui me convient. Sinon, ce serait vraiment un mix de toutes les plateformes. J'aime pas tout le contenu qu'il y a sur Netflix, mais à la fois, je trouve leur interface pas mal. Jusque-là, j'avais beaucoup aimé OCS, mais par contre, j'aime pas leur application sur portable ou sur les tablettes. Et après, au niveau du catalogue, j'aimais bien Mubi aussi, dans le sens où, comme tu disais, il y avait des contenus qui allaient disparaître et ça te forçait à les regarder. Bah, c'est vrai que moi, je recherche pas mal de films anciens, parce que je pars du principe que les films nouveaux, je vais les voir au cinéma. Si je les ai ratés, bon, c'est pas dramatique. Ou alors c'est que vraiment, je voulais pas les voir. C'est vrai que Mubi, j'ai pas trouvé de remplacement encore.
parce que ça devenait un peu cher. Mais c'était une très bonne plateforme en ce qui concerne les films. Peut-être que Netflix a gagné beaucoup de points en faisant ce partenariat avec MK2 en France, en diffusant Charlie Chaplin, François Truffaut. Et encore, je suis pas satisfaite des films de François Truffaut qu'ils ont proposés, franchement. Bon, ils ont mis l'essentiel. Bah oui, c'est l'essentiel, mais c'est ceux que j'avais déjà tous vus, donc merci les gars. Jacques Demy aussi. Après, en France, j'imagine que beaucoup lorgnent sur l'offre de Canal+. 35 €, vous avez Canal+, Disney+, Netflix et OCS. Et ça semble être l'offre ultime en France. Mais moi, si je devais les choisir comme je prendrais OCS, parce que c'est vraiment le catalogue HBO. En tout cas, jusqu'en 2021, les meilleures séries du monde sont sur HBO, Watchmen. Et la création française. Sur OCS, il y a de très bonnes créations françaises. C'est ce que je privilégie aujourd'hui. Du coup, ça faisait quoi? HBO, OCS, Hulu et une tricheuse. Ouais. Et moi, je télécharge. Dans ce cas-là, le ciné, c'est quoi la plateforme idéale, utopique? Elle n'existe pas encore. Bah, c'est ce que je viens de dire, c'est le ciné, voilà. C'est la plateforme qui n'existe pas encore. C'est celle qu'elle va ouvrir avec toi. C'est ça. Viens, on fait un petit business Ugur. Parce que je trouve que les films au cinéma, c'est intéressant de les avoir en streaming. Ma plateforme égale n'existe pas, donc faudrait que je la crée avec toi, Ugur. Voilà. Bah ok, Michael, tu t'abonnes et tu me passes ton compte. Comme dans la vraie vie. Ça, la boucle est bouclée. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a aidé à choisir de nouvelles plateformes, ou en tout cas à réfléchir sur votre consommation en SVOD. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode dans le Losers Club. Bye. Bye. See you. Do you want a balloon too, Georgie?